tous qui avez reçu l'occasion de nous suivre à travers Télé Plus aujourd'hui, nous souhaitons un bonjour et la bienvenue à ce plateau spécial de place à l'invité. Notre siège d'honneur aujourd'hui est accordé à une femme. C'est une habituée des médias, vous la connaissez très bien, avocat, président d'une grande structure que vous allez découvrir à peine, et puis communicatrice au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle. Elle s'appelle Maître Arlette Obiakachama. C'est avec elle que nous allons occuper ce plateau pendant 45 minutes pour analyser les faits, les événements qui prennent corps dans notre pays, la RDC. Ensemble avec vous, nous allons l'accueillir. Bonjour et bienvenue, Maître Bien. Bonjour, merci Monsieur Benza. Très bien. J'ai parlé de vous, j'ai dit que vous êtes du PPRD, vous êtes présidente, si je ne me trompe pas, de CEDUC. Vous êtes également avocat. Est-ce que j'ai tout dit sur vous ou vous voulez ajouter? J'ai pratiquement tout dit. Ça me convient. Très bien. Alors, pour ceux qui vous suivent pour la première fois et ceux qui découvrent que vous présidez une structure qui est le collectif pour le développement et l'unité du Congo, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de celle-ci, ces structures donc? Notre structure est née en 2020. C'était le moment où nous étions dans un parti, on va dire de la majorité, le BCU du président Vitier Chimanga. Nous étions déjà en ce moment en train de militer pour le respect des textes. Parce que pour nous, un État ne peut se développer que lorsque les dirigeants, aussi bien de l'opposition que de la majorité, s'appliquent à respecter les textes. Et nous sensibilisons la classe politique dans son ensemble à prendre cette habitude. Avec la naissance de la coalition FCC-CACH, jusque-là nous étions dubitatives, nous observions, on a finalement découvert que le président de la République avait levé l'option de lever les textes et de violer les textes à travers la création de l'Union sacrée. Vous savez que pendant plusieurs mois, elle est restée sans charte. Justement, elle ne pouvait pas avoir les chartes parce que ce serait une façon de cristalliser cette violation des textes. À partir de ce moment, vous comprenez que nous ne défendions plus les mêmes valeurs. C'est là expliquer la raison pour laquelle nous sommes allés dans la société civile, donc de manière indépendante. Nous défendions nos idées, nous continuons à sensibiliser sur le respect des principes et des textes dans un État démocratique. Et après, on a levé l'option de rejoindre un autre parti politique et nous sommes actuellement au sein du PPRD. Vous êtes actuellement au sein du PPRD. Quelle est la santé du PPRD actuellement? Le PPRD est en train de renaître de ses cendres. Je ne dis même pas qu'il est en train de renaître de ses cendres parce que la renaissance a commencé il y a déjà plusieurs mois. Les dépens spectaculaires continuent, même les figures qu'on ne pouvait pas attendre voir ailleurs. Ça se fait, apparemment ça ne va pas. Il y a un penseur qui dit que ceux qui doivent partir, partiront. Ça veut dire que ne soyez pas étonnés. Nous sommes en train de mener un combat, bien sûr avec le président Joseph Kabila, le secrétaire permanent Ramazan Tchadahi et tous les autres, pour que les structures politiques et le grand parti qui est le PPRD puissent vivre même après son initiateur. Qu'il continue, que ce soit un parti de génération en génération, c'est ce qui importe. Ceux qui partent, laissez-les partir. Il y a d'autres qui restent, il y a d'autres qui arrivent, ils vont militer en vue de la pérennisation de la vision de Joseph Kabila. Une question est posée presque tous les jours par les Congolais, je profite pour vous la poser. Quand le PPRD ou le FCC en général pense une reconquête du pouvoir, on calcule toujours cette reconquête avec Joseph Kabila en tête. C'est quoi la bonne raison? Y a-t-il pas au sein du PPRD ou du FCC d'autres animateurs qui pourraient, eux, être meilleurs pour être soutenus par toute la plateforme? Mais pourquoi on pense toujours à Joseph Kabila?
La raison est simple. Faire la politique, c'est d'abord défendre une vision. Et quand le visionnaire est encore en vie, il est fort, il a encore la passion pour le pays, il n'y a pas de raison de ne pas compter sur lui, de ne pas l'accompagner. La raison est tout à fait simple. Et maintenant, est-ce qu'il y a les textes de la République qui nous empêchent? Parce que ce n'aurait pu être que cela qui pouvait nous empêcher de ne pas rester focus sur la personne de Joseph Kabila. Puisque les textes ne nous empêchent pas, puisque notre visionnaire il est en vie, il est fort, il a la passion pour le pays, il veut encore récupérer le pouvoir. Pourquoi ne pas l'accompagner? C'est avec fierté qu'on le fait. Hier, il a été jugé négativement à tort. Aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'ils avaient été induits en erreur par rapport à la personne de Joseph Kabila, par rapport à ses intentions, à sa façon d'agir. Je suis de ceux-là qui avaient également été induits en erreur à travers notamment la campagne de diabolisation et la sensibilisation négative venant de l'opposition de l'époque où il était au pouvoir. Donc, comprenez que nous sommes dans la ligne droite par le fait de défendre la vision de Joseph Kabila ainsi que lui qui en est le visionnaire. Maître Odia, une question peut-être provocatrice. À supposer que Joseph Kabila vous demande, vous, de lui proposer le nom d'un leader au sein du FCC qui pourrait lui succéder, vous proposerez le nom de... Et je proposerai le nom que lui nous a proposé. En 2018, il a proposé le nom Ramazani Shadari. Il n'y a pas de raison pour moi de ne pas le lui proposer parce que lui connaît les raisons fondamentales pour lesquelles il avait placé en lui une confiance. Vous avez cité les noms de ceux qui sont partis, mais la personne qui pouvait partir en premier, ça devait être le nom de Ramazani Shadari parce qu'il pouvait justifier son départ par une déception. Mais il sait pourquoi il avait été choisi. Moi, je pense que si je devrais proposer, c'est la même chose que je ferais. Mais le débat n'est pas celui-là. Le débat est de sensibiliser les Congolais sur le bon choix aux élections. La RDC est un de ces pays qui sont vraiment en retard au rendez-vous du développement. Nous devons sensibiliser le peuple, le souverain primaire, le terme utilisé par la Constitution, pour que nous soyons nombreux à nous déterminer pour chasser la dictature. Le secrétaire permanent Ramazani Shadari l'a dit. Il faut chasser la dictature, il faut chasser l'esprit négatif, il faut chasser les antivaleurs, le clientélisme, le népotisme, la corruption à grande échelle. Toutes ces choses-là ne peuvent être vaincues qu'avec la détermination de plusieurs Congolais. Ok. Alors, peut-être une dernière question liée à votre personne. Aujourd'hui, quand on parle de maître Ahmed Odia, ce qui vient à l'esprit rapidement, c'est le fait, le petit détail que tout le monde a de vous, c'est cette femme qui a quitté Vigué Chimanga pour le pépère de nous. Moi, je ne prends pas la chose sous cet angle. Je vais me demander, est-ce que en RDC, avec tout ce que nous connaissons comme réalité sociale, l'on peut décider de quitter le pouvoir et vous étiez proche d'un des hommes influents aux côtés du chef de l'État pour se retrouver non seulement dans l'opposition, mais encore dans un parti qui venait à peine de perdre le pouvoir. C'est quoi la motivation? Je vais commencer par vous dire que les gens arrivent en politique pour diverses raisons. Certains viennent pour chercher de l'argent, c'est une vérité. D'autres pour chercher de l'honneur, des immunités. Et il y en a de la race rare à laquelle j'appartiens qui viennent chercher le changement dans le social des Congolais, dans la vie des Congolais et sur tous les plans. J'avais rejoint la famille politique de Félix Tshisekedi à côté de son conseiller
et Siavidé Chimanga avec cette idée, avec cette ambition de participer au changement qui devrait s'opérer dans la vie de la nation. Mais quand je me suis rendu compte que cela n'était pas au rendez-vous, en tout cas dans la tête de ceux que j'accompagnais, je ne le dis pas au hasard. M. Tshisekedi lui-même, aussitôt qu'il a pris le pouvoir, il a annoncé publiquement qu'il ne venait pas d'abord améliorer les conditions de vie de son peuple, mais il venait pour déboulonner un système qui pour moi n'existait que dans sa tête. Parce que quand Kabila part, ayant fini son mandat, on ne peut pas dire que son système est resté. Lui-même a trouvé des militaires, il a trouvé les gens dans l'administration. Est-ce qu'on pouvait dire que ces personnes qu'il a trouvées dans l'administration, c'était le système Mobutu? Parce que Mobutu avait fait 32 ans au pouvoir. N'ayons pas dit que c'est une façon particulière de voir les choses. N'ayons pas dit que toutes les personnes qu'il a trouvées dans l'administration publique, c'était des hommes de Mobutu, c'était le système de Mobutu. Je ne pouvais pas comprendre que Félix Tshisekedi au pouvoir considère tous ceux qu'il a trouvés comme étant des hommes de Kabila et des systèmes de Kabila. Donc j'avais vraiment compris que je m'étais égarée, j'avais mal fait, je m'étais trompée de penser que le camp où j'étais, c'était le meilleur camp. À partir de ce moment, j'ai changé de camp parce que ici nous menons un combat. Très bien. Je vais vous dire brièvement que de l'autre côté, il n'y a pas de débat. Quand le PPRD soulève une question qui appelle débat, ou tout autre leader politique, qui fait de l'opposition de la majorité, lui, le poste qui est le parti présidentiel, il emprunte des raccourcis. Et les raccourcis, c'est un jeu facile. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts pour le débat. Comment pouvez-vous comprendre une avocate que je suis, un leader dans mon milieu, que j'aille accompagner un parti qui, lui, au lieu de débat, propose de l'injure? Ouais, ben ils sont au pouvoir. On ne parle pas la bouche pleine. C'est ce qu'on raconte toujours au maître Odia. Aujourd'hui, toutes les sorties de Joseph Kabila sont, je dirais, impactantes en termes de masse qui se réunissent autour de Kabila. Certains Congolais invitent même au Raïs de revenir au pouvoir. Ça fait plaisir au PPRD, certainement, quand vous voyez pareilles images avec pareils appels à Joseph Kabila. Mais la déception du peuple congolais. Notre pays s'est engagé dans la logique d'accéder au pouvoir par la voie électorale. Si ces Congolais-là veulent voir Kabila en 2024 être président de la République, ceci pourrait être réalisé de quelle manière, étant donné que le PPRD aujourd'hui s'est engagé dans une démarche contraire à la ligne que le pays a pris, entre autres, en refusant de s'enrôler. Vous ne voyez pas que c'est une chose que vous voulez, ils sont contraires en même temps. Vous savez, depuis 2006, c'est le président Kabila qui avait impulsé la culture de l'élection ou des élections dans notre pays. On ne peut pas les dénier en ce moment. Alors, est-ce qu'on peut expliquer qu'en ce moment, qu'il ne soit plus dans la même vision? Non. Quand un acteur politique dit oui, il faut d'abord l'écouter, écouter sa motivation, avant de dire qu'il a tort ou qu'il a raison. Quand l'acteur politique dit non, faites la même démarche. Aujourd'hui, le PPRD dit de ne pas aller à l'enrôlement. Nous avons motivé notre position, oui ou non. Et dit, nous, si on a tort. Vous vous souvenez quand vous dit qu'on ne peut pas aller à l'enrôlement lorsque la CENI n'existe pas. Comment la CENI n'existe pas? Vous savez que la CENI, c'est la commission indépendante. Ça veut dire que elle ne doit pas dépendre seulement d'un camp politique. Elle doit
avoir en son sein les délégués de l'opposition de la majorité de la société civile. Mais quand nous sommes face à une cellule qui n'est constituée que de membres de la majorité et quelques-uns de la société civile, un ou deux, l'opposition n'y est pas représentée. Pensez-vous que c'est une cellule? Ce n'est pas une cellule, parce que c'est une structure qui dépend d'une famille politique. Et nous sommes en droit de dire ne pas pouvoir aller à cet enrôlement, faute de cellules constituées et régulièrement constituées. Vous ne faites pas la fête du pouvoir, vous ne balisez pas le chemin de l'union sacrée pour s'imposer et maintenir le pouvoir. Mais cela ne peut plus passer. La RDC a une histoire. La RDC a suffisamment grandi. On dit que sa démocratie est jeune, mais pas jeune à l'état embryonnaire. On ne peut plus laisser un dirigeant s'imposer. Il se trouve ceux qui pensent qu'avec cette cellule, on ira aux élections et on laissera Félix Tshisekedi passer. Nous ne sommes pas aussi naïfs que ça. Quand on vous dit qu'on ne peut pas aller aux élections avec cette cellule, croyez-nous, on n'ira pas aux élections avec cette cellule. Les partenaires de la RDC, le peuple congolais, finira par dire, mais voilà, les arguments d'opposition sont valables. Entre-temps, les pouvoirs racontent, ils ont peut-être raison, que vous avez peur des élections, sachant que vous n'avez plus la confiance du souverain primaire, vous avez besoin de vous faire une santé financière avant d'aller aux élections, d'où vous demandez que nous allions au dialogue sans le dire. Mais est-ce que c'est le même débat? On vous dit qu'il n'y a pas de cellule. Vous répondez que vous avez peur des élections. Est-ce que c'est la même question à laquelle nous répondons? Non. Avoir peur ou ne pas avoir peur, je ne sais pas comment ils calculent ça. Sur quelle base ils s'en vont pour dire que le PPAD ou le FCC, la famille politique de Joseph Kabila, a peur des élections. Mais le débat ici est que nous devons tous faire l'effort de mettre en place une cellule. La cellule doit d'abord exister. Ceux qui hier disaient que Didi Mana a été du PPAD et qu'il représenterait le PPAD au sein de la cellule, ils ne le disent plus. Parce que si tous les avons fait voir que premièrement Didi Mana a été radié du PPAD avant qu'il soit placé à la cellule. Deuxièmement, on dit que si Didi Mana a été PPAD, que dire de l'IAO? Parce qu'ils sont tous deux des élus du PPAD. S'ils acceptent l'IAO au sein du gouvernement, ils acceptent Manara au sein de la cellule, ça veut dire que c'est une famille politique. Ils ne sont plus du PPAD. Très bien. Madame, il y a peu, enfin, l'Union sacrée a pu avoir une charte. Ça étonne tout le monde lorsqu'on voit que ceux qu'on a fustigés, ceux dont on a fustigé la gestion et les actes hier, sont les mêmes qui vont signer la charte de l'Union sacrée. Mais apparemment, le FCC et l'Union sacrée deviennent des jumeaux. Vous posez les mêmes actes, vous faites les mêmes choses. Qu'est-ce que le FCC compte faire pour se démarquer cette fois? Le FCC, il se démarque déjà par le fait de rester constant sur la position de départ. La position de départ est que, puisque la constitution de l'Union sacrée n'est pas basée sur le respect de notre constitution, nous n'y allons pas. Joseph Kabila a commencé par là et nous en sommes là jusqu'en ce moment. Vous pensez que nous sommes dans des logiques différentes, charte FCC, charte l'Union sacrée, sur le plan du contenu, sur le plan du fond? Absolument la même chose. Absolument, c'est tout à fait différent. Le FCC avait la conférence des présidents et chaque parti évoluait, on va dire, de manière autonome, du point de vue administratif,
Mais ils se réunissaient tout simplement pour discuter comment faire réussir la famille politique, comment faire réussir le candidat de la famille politique à l'élection présidentielle. Mais vous avez vu qu'avec la charte de l'Union sacrée, il y a des structures qui sont mises en place. J'ai vu qu'il y a un congrès, j'ai vu qu'il y a une conférence des présidents, j'ai vu qu'il y a même un secrétariat permanent, un secrétariat technique. Ça veut dire tout simplement que l'administration, comme au sein d'un parti politique, c'est tout à fait autre chose. Ça ressemble vraiment à un parti politique. Vous savez ce que disent nos lois au sujet du cumul des fonctions entre ceux qui sont au gouvernement et ceux qui ont des responsabilités au sein des structures politiques. Mais ils sont insensibles. Vous les voyez être à la fois président des partis politiques, mais aussi membres du présidium, membres du congrès, membres du secrétariat permanent au sein de l'Union sacrée. Ça pose un problème du respect des textes. Le manque du respect des textes rime avec la mauvaise gouvernance. Et quand il y a mauvaise gouvernance, c'est le peuple qui croupit dans la misère. Il faut tout simplement ne pas être un acteur politique avéré pour ne pas comprendre ces choses-là. Et nous sommes fiers d'appartenir à une famille politique qui, déjà hier, était dans le schéma du respect des principes. Méfiez-vous de ce que disait l'UDPS hier, parce qu'aujourd'hui, il ne saura pas les répéter. Quand ils vous disent que Kabila débauché autant que Tshisekedi le font, ça c'est le postulat. Alors, il faut l'expliquer. Tshisekedi est dans le débauchage pur et simple. La preuve, c'est que les élus du PPAD sont dans le gouvernement qu'il a nommé. Il n'y a pas de débat. Quand la loi portant statut de l'opposition dit que les membres de l'opposition politique ne peuvent pas se retrouver au sein du gouvernement et que dans les cas d'espèce, des élus PPRD, des élus des partis du FCC sont au sein du gouvernement, il n'y a pas autre terme à utiliser, c'est le débauchage et le président Tshisekedi l'a cristallisé à travers leur nomination au sein du gouvernement. Bien. Mais quels sont les élus de l'UDPS hier qui s'étaient retrouvés au sein du gouvernement durant le mandat de Joseph Kabila? Il n'y en a pas. Ils vont vous citer Bruno Tshibala. Bruno Tshibala n'était pas un élu de l'UDPS, ça c'est de un. De deux, il est entré au gouvernement à la fin du mandat, c'était à l'issue d'un dialogue national. Aujourd'hui, si les élus du PPRD étaient déjà hors mandat et qu'à l'issue d'un dialogue qui se retrouve dans un gouvernement, on peut comprendre que ce ne soit pas un débauchage. Mais maintenant, c'est que vous êtes en plein mandat. Ces élus sont en plein mandat. Comment il va débaucher d'un autre parti politique? L'Union sacrée viole, le pouvoir actuel viole. Il viole les lois de la République. Il doit vous violer combien de fois avant que vous qui êtes de l'opposition puissiez mener une démarche dans le sens de faire arrêter cette hémorragie. De ce fait, une compatriote m'a demandé de vous poser la question. M'a dit, toute la question est à l'Ingala. Dans tout ça, Kabila Koloba Mokoloni. Les gens veulent que Joseph Kabila dise si réellement la façon dont le pays est géré maintenant, j'aime. Mais qui parle moins. Étant donné qu'il ne parle pas, certains pensent que c'est que tout va bien. Kabila, c'est un acteur politique. Il a une famille politique et un parti politique. Est-ce que vous pouvez me répondre à Lingala, s'il vous plaît? Bien sûr. Joseph Kabila a acteur politique. A un mandat politique. FCC, parti nommé, PPAD. Il parle toujours par des canaux. Et l'un de ces canaux par lesquels il parle, c'est le secrétaire permanent Ramazan Ishadari. Ok. Haïti Koloba Awa, pour rappeler qu'il faut tenir la élection. Alors, la Félix Tshisekedi,
qu'il a eu tort, il a nommé Seni Oyo et la bande de l'opposition à quantité. Mais il est en train de parler. Pourquoi d'abord dans un pouvoir d'arriver qu'il a bichoté? Est-ce que c'est que nous disons, toi, le bango du banda, il y a le béco, tout à l'heure le bapena ou le béco de l'opi. Bango va le baka que babonde la hamibeko. Comme il a pouvoir, tout le monde dit que bazande ko bondi sa mibeko. Et même Félix qui dit, le bango, il dit que volonté naïe, il y a un décommunion suprême. Parce que c'est l'envie volonté naïe, bonheur à peuple, salut à peuple. Donc l'idée que le mot que pas na bango le bien de côté. Et nous, le biso toza ko senga siko, c'est que bazo misaka ba senga malonga. C'est nous que vous avez la bande de composition, dans la société civile la majorité. C'est tout simplement une façon à respecter le peuple. Nous avons le devoir en tant qu'acteurs politiques de respecter la population. Et respecter la population, ils ont de respecter le béco, de tout ça. Très bien. Je pense que vous avez compris. Elle s'est exprimée en une langue très populaire. Donc, à part les gens qui nous tournent, c'est-à-dire ceux qui veulent qui Ramazan Michadar et à lobby, et le Bapandi, Samono Soussou, FCC, tout le PPRD, c'est Joseph Kabila qui s'est exprimé. Maître de juriste, on doit un peu parler état de droit. Ça vous concerne. Nous avons vu la démolition récemment d'un des domaines du professeur de Milania Wilonja. J'ai reçu sur ce plateau des gens qui ont dit que c'était un acharnement contre lui, c'était un règlement des comptes. J'avais besoin d'un juriste pour répondre à cette question. Comment vous personnellement avez trouvé cet acte? Est-ce qu'il y a acharnement ou c'est vraiment l'exercice de l'état de droit qui n'épargne plus personne et qui pense que personne ne peut être déçu de la loi? La destruction dans la ville de Kinshasa des constructions dites anarchiques, c'est l'un des traits caractéristiques de mauvaise gouvernance que nous défendons. Comment ça? Il se cache toujours derrière le sensationnel. Voilà, on a construit sur les emprises de l'État. Voilà, il y a des marchands qui ne respectent pas les limites des marchés, ainsi de suite. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aussi faire des destructions anarchiques. L'État a toujours des canaux par lesquels il s'est rétabli dans ce droit. Quand les Congolais ont mal construit et que l'État veut détruire, il ne doit pas se limiter à détruire. Il doit détruire pour réparer. Il doit détruire pour arranger. Mais après la destruction, est-ce que l'État a arrangé? L'État n'a pas arrangé. À partir de ce moment, on peut croire que c'est un acte de mauvaise gouvernance. Et lorsque les acteurs politiques sont aussi ciblés dans cette démarche, un acteur politique, c'est quelqu'un qui est supposé écouter la voix de l'État. Et comme il semble n'avoir pas écouté, ceux qui exercent la puissance publique font encore la gymnastique de le lui rappeler. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Quand vous voyez une parcelle de l'ennemi, vous pensez qu'il l'a mal construite. Mais vous le lui annoncez, ce n'est pas seulement lui. Logiquement, il devrait annoncer à chaque citoyen. Ce n'est pas tel qu'ils le font. Ils font un communiqué lundi, ils vont détruire mardi. Ils font un communiqué sans avoir averti chaque citoyen. Parce que l'État a une responsabilité de rappeler à tout citoyen, voilà, puisque vous avez mal construit, nous allons détruire. Mais quel est ce citoyen à qui l'État a annoncé qu'il viendrait détruire? L'État est en train de violer les droits des compatriotes. Et les mots de l'âme en est également victime. Quand il n'y a pas une explication claire, ceux qui disent qu'il y a un acharnement ont alors raison. Parce que vous savez, un acteur politique qui est ciblé, il peut faire beaucoup de victimes. On détruit plusieurs autres citoyens, tout simplement parce que l'objectif final est de détruire celui d'un acteur politique. C'est ainsi que je vous dis que ceux qui soutiennent la thèse que c'est de l'acharnement politique, ils n'ont pas tort, sinon
vous verrez l'État notifié à chacun des citoyens qui a été victime de cette destruction que nous qualifions de destruction également anarchique. Mais lorsque Djibril Kitenge quitte la prison de Makala, je pense que bravo l'État de droit. Dans quel sens? Il a subi un emprisonnement injuste qu'il a apuré. Il a été condamné injustement à 9 mois de prison. Après l'écoulement de 9 mois, il est sorti de prison. Dites-moi en quoi l'état de droit a-t-il été appliqué? Au contraire, c'est l'État qui a tout simplement rétabli Jimmy dans ses droits. Ce n'est pas l'État. C'est ce qui est regrettable. Ils sont nombreux, nos compatriotes, condamnés injustement dans ces prisons. Ils sont nombreux, ceux qui sont incarcérés et dont les dossiers ne sont jamais traités, dans les rangs des policiers, dans les rangs des militaires. Vous savez, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, combien de généraux sont en prison pour n'avoir tout simplement rien fait? On dit, celui-là voulait attenter à la vie du président de la République. D'accord, le Congolais veut y croire, mais quand il est en prison et que les dossiers n'évoluent pas, ça veut dire qu'il a été indexé injustement. Ils sont nombreux, ces généraux, ces colonels, ces majors, ils sont nombreux, victimes de l'injustice de l'État. Mais quand vous voyez le ministre de la Justice aller en prison, c'est tout simplement pour acheter des matelas. C'est tout simplement pour acheter du soya, pour acheter du maïs. Pendant que ceux qui sont là, appelés à dormir sur ces matelas, sont victimes d'une injustice. Est-ce qu'ils font correctement le travail? Commencez par rétablir les citoyens dans leurs droits et entretenir ceux qui ont violé la loi et qui sont poursuivis par l'État sur des matelas ou alors avec de la nourriture décente. Apparemment, il y avait des bons dans le pouvoir actuel, à en croire les mots de Maître Odia. Moi, je ne vois pas. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est les Congolais qui le disent. Allez-y au grand marché Zando. Est-ce que les mamans peuvent encore vendre? Elles ne vendent pas. Vous pensez que ces mamans vont dire que l'État est en train de protéger leurs droits? Ça, c'est pas moi. Moi, j'ai jamais été vendeur au grand marché. C'est ceux qui ont vendu au grand marché qui me le disent. Les Congolais qui ne savent pas se déplacer dans les grandes villes parce que les routes sont elles sont toutes foutues. Ils avaient appris au gouvernement qu'il y avait un projet qui est à zéro trou qui devrait s'étendre sur l'ensemble du territoire. Jusqu'à présent, tous les fonds ont été décaissés. Il y a plein de trous dans la ville de Kinshasa. Comment voulez-vous que ces citoyens disent qu'il y a du bon avec l'actuel régime? N'en parlons pas. Quant à la gratuité de l'enseignement, M. Tshisekedi est passé sur les médias pour regretter la qualité de l'enseignement qui s'était détruite. Comment pouvez-vous dire qu'il y a eu des gains avec le régime de Félix Tshisekedi? C'est ce qui fonde notre détermination à militer en vue de l'alternance aux prochaines élections. Peut-être si vous étiez toujours aux côtés de Tshisekedi, vous serez une grande conseillère, et bien que grâce à vos mots, ce que nous considérons comme tard de la part du pouvoir pourrait être repoussé. Alors déjà, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de bons conseillers? Il y en a. C'est seulement que, comme l'avait dit Ramazani Shadari, le problème c'est lui. Il a des collaborateurs, il a de bons conseillers, il a de bons ministres. Mais s'il ne travaille pas convenablement, c'est parce que le problème c'est lui. Très bien. Avant de quitter totalement le cadre politique, parlons du mouvement pour les Congo. Depuis un temps, il y a Matata Polio, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Dr Mukwege, Bélis Samba, on a vu même Franck Diop les a rejoints et ils se sont coalisés pour préparer ensemble les élections. Ça ne fait pas peur au FCC parce qu'elles ne veulent pas la vedette de l'opposition. Non. Comment vous vivez cette démarche? La démarche de quelques leaders de l'opposition à Lubumbashi ne peut pas faire peur au FCC. Vous avez constaté, comme tous les autres Congolais, qu'ils sont revenus à la raison et ne sont revenus que sur ce que le FCC avait dit autrefois. Le problème est que le contenu est bon, mais nous avons des acteurs politiques qui ne sont pas constants. Quand il y a un sacré méfait,
Joseph Kabila a dit qu'on ne pouvait pas laisser une telle violation de la Constitution se passer dans notre pays. Mais vous avez vu l'attitude de Moïse Katumbi. Il est allé vers Tshisekedi en courant. Denis Sesanga est allé vers Tshisekedi en courant. Mais quelques mois après, ils se sont rendus compte que Kabila avait raison, qu'on ne pouvait pas accompagner la création de l'Union sacrée sur la base de la violation de la Constitution et d'autres lois de la République. Ils se sont retirés. Lorsque Joseph Kabila a dit on ne peut pas aller en l'enrôlement, parce que la CENI n'existe pas. Cette commission qui est dirigée par Denis Kadima, ce n'est pas une commission indépendante. C'est une commission qui dépend totalement de l'Union sacrée, qui n'est composée que de membres de l'Union sacrée avec une ou deux figures de la société civile. Katumbi ne nous a pas écoutés, Sesanga ne nous a pas écoutés, Martin Fayulu ne nous a pas écoutés, ils sont allés prendre leur carte d'électeur. Quelque temps après, ils se rendent compte que Kabila avait raison. Cette CENI doit être changée. La Cour constitutionnelle doit être recomposée. Et la loi électorale doit être revisitée. Ils ont rejoint sur toute la ligne. C'est ainsi que vous avez suivi Ramazan Tchadari dire que nous sommes d'accord sur les contenus. Parce qu'ils n'ont fait que revenir sur ce qu'avait déjà dit le FCC. Donc, nous saluons le contenu de leur message qui est le même que le nôtre. Finalement, l'opinion nationale et l'opinion internationale se rendent compte que l'opposition défend la même chose. Et dans les jours à venir, vous verrez que M. Tshisekedi, il est déjà contraint à recomposer sa CENI. Bien. À abandonner le chemin du forcing qu'il avait emprunté, parce que c'est un chemin périlleux pour l'ensemble de la République. Nous allons vers la fin de notre émission. Pour rappel, nous recevons notre Arlette Odia Kachama. Il y a encore quelques d'autres questions qu'on va nous poser. Cette fois-ci, on parle vraiment nation. Au Bénin, le président rwandais Paul Kagame a tenu des propos, je dirais, incendiaires. Ce dernier a dit qu'il n'arrêtera pas sa démarche de contraindre la RDC parce que notre pays doit des terres au Rwanda. Aujourd'hui, il se dévoile enfin. Autrefois, il disait je n'ai rien à voir avec ce qui se passe au Congo, les mouvements de rébellion, etc. Mais maintenant, tous on comprend qu'il a un objectif qu'il est en train de poursuivre. Alors, ma question sera à deux volets. Premièrement, qu'est-ce que cache réellement cette prise de position de Paul Kagame? Et deuxièmement, depuis que le Congo est en situation difficile avec le Rwanda, certes, Kagame a fait des déclarations, jamais de ce genre. D'où Kagame tire le courage, l'opportunité de tenir des propos de ce genre, Maître Arlette. La détermination de conquérir les terres congolaises dans le chef de M. Kagame ne date pas d'aujourd'hui. Mais il n'a jamais eu autant de courage par le passé à déclarer ce qu'il dit aujourd'hui. Je suis étonné d'entendre les gens de la majorité se bomber les torses pour dire voilà, on a dévoilé Kagame. Au contraire, ça ne fait que démontrer qu'il a tiré ce courage de l'alliance ou des accords qu'il a fait avec notre président de la République. C'est ce que ça ressemble, tout simplement. Quand on voit que par le passé, nous avons toujours été menacés, nous avons toujours été combattus et nous nous défendions. Le maréchal Mobutu était président de la République, nous avons connu de la menace extérieure ou étrangère. Nous Kabila, sous son régime, nous avons été combattus par l'extérieur. Nous avons été combattus par l'extérieur sous le régime de Joseph Kabila. Nous le sommes encore aujourd'hui. Mais jamais ils ont conquis des terres dans notre pays.
puisque nous savons tous que Kagame est derrière le M23 et qu'ils ont conquis des territoires dans notre pays sous le régime de Joseph et de Félix Tshisekedi, s'il vous plaît. Ça veut dire que c'est sous ce régime que Kagame a franchi d'autres étapes de son combat en vue de la conquête des terres congolaises. Il est allé un peu plus loin. Il a poussé le bouchon loin. Et on voit les gens de la majorité, les gens de M. Tshisekedi se frotter les mains, disant que voilà, on a dévoilé que tout le monde sait que Kagame et ses partenaires ont toujours pensé que le Congo est tellement vaste qu'il devait aussi le balkaniser, tel que ça a été le cas au Soudan et ailleurs. Donc, aujourd'hui, les Congolais comprennent davantage le complot auquel Kinshasa a participé, le complot auquel la famille politique du président Tshisekedi a participé en vue de la conquête des terres congolaises. Et ces Congolais sont unis comme un seul homme. En dépit, en tout cas, faisant fi de tout ce que peut ou ne pas faire le président Tshisekedi, les Congolais vont se défendre, les Congolais vont défendre leur territoire. C'est ainsi que je décris, par exemple, les arrestations arbitraires au sein des forces armées, au sein de la police. C'est une façon de démotiver l'armée et la police. Est-ce qu'aujourd'hui, les généraux, policiers et militaires, ils se battent comme il se doit, quand ils se rendent compte qu'il y a leurs collègues en prison pour rien? Pour rien. C'est une façon de fragiliser nos forces de défense et de sécurité. Et c'est de la responsabilité du président de la République, supposé être le commandant suprême de ces FARDC, de cette police nationale. C'est regrettable. Comprenez pourquoi nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés à mener ce combat jusqu'au bout. Nous sommes déterminés à arracher l'alternance aux prochaines élections. Faute de quoi, vous savez notre position, c'est l'article 64 de la Constitution qui sera appliqué, parce qu'on ne laissera pas un citoyen ou un groupe de citoyens exercer le pouvoir par la force. Il y a des alinéas, l'autre, il ne faut pas oublier. L'autre aussi vous empêche. Mais je commence par le premier. Très bien. Ensuite, on ira au second. Maître Edia, vous avez suivi comme beaucoup de Congolais le dossier de Manga Chouchou. Ses compatriotes, député national, avait été jugé à la haute cour militaire. Aujourd'hui, la haute se déclare incompétente. Le dossier doit être envoyé à la cour constitutionnelle et tout ça. Comment vous comprenez-vous le déroulement de tout ce procès sur la personne de Manga Chouchou? Parce que d'aucuns pensent que ce Manga Chouchou serait l'un des fins collaborateurs du régime passé et que les griefs qu'on place sur sa personne auraient des accointances, notamment avec le régime passé que vous défendez aujourd'hui. Mon analyse est d'abord globalisante. Ça veut dire que tout le monde a compris que quand Félix Tshisekedi a besoin de vous, il vous donne tout le mot d'honneur. Quand il a eu besoin de Joseph Kabila, vous savez comment il a jeté des fleurs à Joseph Kabila. Le secrétaire général du parti a dit que c'était quelqu'un de sérieux. Alouki, à mon que IDPS a sérieux à Pessi. Voilà, c'est ça l'IDPS, c'est ça le président Félix Tshisekedi. Quand il a besoin de vous, il vous donne tout le mot d'honneur. Il l'a fait avec Joseph Kabila pour l'arracher ou lui détourner sa majorité. Il l'a fait avec Paul Kagame. Vous vous souvenez de Yomani Obeya Kagame, avec l'UDPS au stade de martyr. Il l'a fait avec Moïse Katumbi. Lorsque le régime de Joseph Kabila disait que Katumbi était un étranger, voilà, il a un père juif, lui-même l'avait dit. Il a une mère zambienne, ses demi-frères l'ont dit sur les médias. Lui, le père disait, non, Katumbi est congolais d'origine, de par sa mère.
Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de Katumbi. Vous voyez toute une loi qui est orchestrée en vue de mettre Katumbi hors course. Ça sera notre dernière question. Et maintenant, ils ont travaillé avec Manda Chouchou. Au moment de la création de l'Union sacrée, vous avez suivi les témoignages des gens de l'UDPS. Ils ont dit que Manda Chouchou a sérieusement financé la création de l'Union sacrée à travers de sommes d'argent consommantes. Mais ça, mais en ce moment qu'ils n'en ont plus besoin, voilà, ils le vendent à la vérité populaire. Les Congolais n'ont besoin que de la vérité sur ces procès. Le procès un jour avait été télévisé en direct, permettait aux Congolais de suivre également le procès de Manda Chouchou en direct et à chacune des étapes. Les compatriotes se feront une idée de ce procès. Parce que nous ne voulons pas que des innocents soient condamnés ou que des coupables soient relaxés. C'est ce que nous vivons avec le régime de M. Tshisekedi. Mais on ne peut pas faire des conclusions hâtives que le procès se déroule convenablement, puisque c'est un procès qui touche à la nation, qu'il soit rendu public et que les Congolais se fassent une idée ou un aperçu général sur ce qu'il en est. Très bien, merci. Nous sommes à la fin. Dernière question, vous l'avez évoqué. La loi Tchani, le père et les mères, ça fait mal. Certains se sentent immédiatement indexés. C'est que l'auteur ne veut pas reconnaître. Mais bizarrement, une sortie médiatique de Christian Mandon qui dit si le Parlement, cette loi est votée, le Katanga devra se détacher de la RDC, la loi Tchani. Pourquoi ça gêne? Vous perdez. Comment vous considérez cette loi? Vous personnellement, en tant que juriste, qu'est-ce que ça vous dit? On va chuter par là. La loi Tchani n'a pas de raison d'être. Il n'y a pas de raison de débattre sur une loi qui précède la révision constitutionnelle. Nous avons, comme je l'avais dit, la RDC a une histoire. La RDC a défini la nationalité dans sa constitution. Quand elle est d'origine, ça veut dire qu'elle concerne les citoyens qui achètent un père ou une mère congolaise. Et Tchani voudrait créer une catégorie intermédiaire des Congolais. Des gens qui ne sont pas totalement congolais et qui ne sont pas totalement étrangers. Ça entre en contradiction avec notre loi. Le débat du sensationnel qui nous amène, où ils disent que voilà, il va se poser un problème de loyauté. Quand quelqu'un a un parent étranger, il est possible qu'il ne soit pas totalement loyal à la RDC. Mais que dire de celui qui est congolais, des pères et des mères, qui a changé de nationalité, par rapport à celui qui est congolais par un parent et qui a gardé la nationalité congolaise? Qui des deux est plus loyal à son pays? C'est ça les grandes questions qu'il faut se poser. Après, du point de vue politique, tout le monde sait que c'est une loi qui vise M. Katumbi. Est-ce qu'on peut focaliser la vie de toute une nation sur un seul individu? Katumbi, tout le monde connaît sa situation par rapport au pays. Tout le monde sait qu'il a des parents étrangers. Si je le dis, c'est parce que lui-même l'a dit une fois, ses demi-frères l'ont dit une autre fois. La République qui est supposée accorder ou reconnaître une nationalité à un individu, représenté par M. Félix Tshisekedi, a dit, en dépit de tout ce qu'on peut reprocher à Katumbi, je lui octroie ou je lui reconnais la nationalité congolaise à travers la délivrance de son passeport ordinaire, à travers la délivrance de sa carte d'électeur. À partir de ce moment, il devient totalement congolais. On ne peut plus lui refuser d'aller aux élections, on ne peut plus lui refuser d'être candidat président de la République. Et si Katumbi aujourd'hui passe président de la République, la responsabilité sera de Félix Tshisekedi, parce que c'est lui qui lui a reconnu la nationalité congolaise. Tout le monde dira que c'est grâce à Félix Tshisekedi qu'on a eu un
président dont la nationalité est douteuse de par sa mère et de par son père. Très bien. Donc, ils doivent assumer la responsabilité des actes qu'ils ont posés. Nous aurons des élections en décembre 2023, avant ces élections, que l'Assemblée soit recomposée, que la Cour constitutionnelle soit recomposée, selon les règles de l'art, et que la loi électorale soit révisitée. Ça, c'est le basique alors de la communication du PPAD et du FCC. Nous allons mettre fin à ces niveaux. Retenons que Joseph Kabila ne parle pas certes, mais il parle à travers ses lieutenants, à travers ses compagnons, à travers ses communicateurs. Donc, on considère que tout ce que Maître Arlette Odia vient de déposer sur ce plateau, c'est aussi ça, la pensée du PPAD de son parti ou du FCC, la plateforme politique dans laquelle se trouve son parti. Merci à vous qui avez suivi ce plateau spécial de Place à l'invité. Merci à l'équipe technique, merci à Jean-Marie Kassamba, merci à Maître Arlette Odia Kachamwa d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Bye bye.